Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts, une émission qui sera consacrée aujourd'hui à une maladie qui n'est pas forcément très connue, la fibrillation atriale. Alors elle concerne quand même entre 750 et 800 000 personnes en France, sans compter tous ceux qui en souffrent sans le savoir, puisqu'elle fait aussi partie de ces maladies dites silencieuses, dont les symptômes ne sont pas toujours évidents à repérer. Et pourtant, elle concerne un organe ô combien essentiel, notre cœur, et particulièrement le rythme auquel il bat, qui donne un peu le tempo d'ailleurs du fonctionnement de tout notre organisme. Alors pour répondre aux questions que nos internautes nous ont transmises via le hashtag QAE sur nos réseaux sociaux, nous recevons le docteur Xavier Weintraub. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes cardiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et je vais commencer par une question très simple. Que se passe-t-il dans notre cœur en cas de fibrillation atriale ? Alors, c'est une question simple, mais toujours un peu compliquée, donc on va essayer de bien expliquer pour que tout le monde nous comprenne. Donc, le cœur est l'organe qui va donner l'impulsion initiale pour assurer l'irrigation sanguine des organes, et cette impulsion est régulée par un petit groupe de cellules musculaires qui vont donner l'ordre, à intervalles de temps réguliers, au cœur de se contracter, de manière à ce que le sang qui va rentrer puisse sortir du cœur. Il y a plusieurs cavités qui vont recevoir le sang. Il y a une première cavité qui va accueillir, qu'on appelle l'oreillette, et l'oreillette va se contracter, le sang va passer à la cavité basse, le ventricule. Côté droit pour le sang veineux, pour envoyer le sang dans les poumons, où il va être oxygéné, et le côté gauche, une fois que le sang est oxygéné, va propulser littéralement le sang à travers l'aorte, qui est la grosse artère qui va distribuer tout l'oxygène et le sang, bien entendu, qui le véhicule, dans les organes. Ça, c'est le fonctionnement normal, et c'est cette oreillette qui est comme un métronome, qui va, à intervalles de temps, donner le pas pour cette contraction. Ce qui va se passer lorsque la fibrillation s'installe, c'est que cette petite zone de cellules qui va donner l'information essentielle à la contraction va être mise en compétition avec un grand nombre de foyers, de petites cellules qui vont avoir une activité autonome, qui vont faire une compétition réelle et qui va complètement déstabiliser, rendre complètement irrégulier la fréquence cardiaque, et c'est ça qui va générer cet état qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Parce qu'on parle souvent, justement, pour expliquer comment ces contractions du cœur se produisent, de petites impulsions électriques, mais on a quoi ? On n'a pas une pile pour faire marcher notre cœur ? On n'a pas une pile, on en a plusieurs. Non, en somme, on parle d'impulsion électrique parce qu'il correspond à un phénomène qu'on dit électrophysiologique, qui est un phénomène au niveau des cellules où l'activité électrique des cellules va changer de polarité, et ce changement de polarité va déclencher une transmission du signal électrique qui va, de cellule en cellule, engendrer la contraction en faisant rentrer le calcium dans les cellules. Et c'est ce cheminement qu'on schématise souvent par une activité électrique ou par un fil électrique qui va véhiculer de cellule en cellule l'information de se contracter et engendrer la contraction globale du muscle. Par quel type de symptômes se manifeste cette maladie ? Alors, comme vous l'avez très bien dit, souvent elle est silencieuse, et donc là on est un peu Il n'y a rien. pieds et mêlés, il n'y a pas de symptômes, donc c'est un premier point. Et donc le plus fréquent, c'est quand même les palpitations qu'on rencontre en consultation, qui est souvent le cas. Et on peut dire que de façon assez équivalente, on a les palpitations, l'essoufflement à l'effort, et parfois aussi la sensation de gêne thoracique, voire de malaise, mais de façon un peu plus rare. Et donc, c'est vraiment les points d'appel. Ce qui doit amener à consulter, c'est les palpitations et l'essoufflement. Alors, on a reçu évidemment beaucoup de questions sur les causes de cette maladie. Alors, qu'est-ce qui la provoque et quels sont par ailleurs les facteurs de risque ? Alors, c'est une maladie qu'on connaît bien dans sa modalité, dans son développement, dans le mécanisme qui se produit au moment de la fibrillation. On a un petit peu plus de mal à cerner l'origine exacte du mal, du moins ce qui va déclencher. On sait que à un moment donné, au niveau du cœur, il y a une activité électrique qui va rentrer en compétition avec l'activité électrique normale et qui va être le facteur déclenchant, un peu l'étincelle qui va allumer cette arythmie. La cause la plus fréquente, c'est l'âge. On sait qu'à partir de 65 ans, on a 2% de la population et ça augmente jusqu'à 10% après 75 ans. Donc on voit que l'âge est quand même un facteur qui est le plus souvent retrouvé. Et après, il y a une sommation de choses. On sait que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les maladies coronaires peuvent être génératrices, les apnées du sommeil, et puis il y a probablement un certain nombre de facteurs extérieurs, extrinsèques, la consommation d'alcool, la sédentarité, le surpoids aussi, donc toutes ces choses qu'on va être probablement amené à détailler, mais qu'il faut prendre en compte et prendre en charge pour aider les patients à mieux vivre.
Alors j'ai une question qui vient de façon un peu paradoxale par rapport à ce que vous venez de me dire. J'ai un internaute qui me dit « J'ai 38 ans, je fais du VTT à haut niveau. On vient de me diagnostiquer une fibrillation atriale. Y a-t-il un lien ?» Son médecin semble lui dire qu'il pourrait y avoir un lien entre un effort violent et de la fibrillation atriale. Alors c'est tout le paradoxe du sport, c'est que en petite quantité, 4 heures par semaine, des sports pas trop actifs, ça semble quand même bénéfique. Oui. Mais quand on dépasse et quand on passe à un stade intensif, on voit souvent qu'il va y avoir une augmentation des pressions dans le cœur, les cavités vont être mises sous tension, si on peut dire, et ça peut créer le terrain de l'arythmie en créant des petites cicatrices dans l'oreillette. Et on sait que souvent chez les cyclistes, il y a des séries comme ça de cyclistes professionnels, on voit qu'il y a de la fibrillation, qui sont sujets à la fibrillation, donc probablement un petit peu dans l'excès du sport, si on peut dire ça. Et dans ce cas-là, il faut arrêter complètement ou simplement... Dans ce cas-là, il faut revoir un petit peu le mode de vie, peut-être lever un petit peu le pied, puis probablement, avec un traitement, on doit pouvoir aider à ce qu'il ait une vie épanouie. L'idée quand même du traitement, c'est d'autoriser les gens à continuer leur activité au mieux pour eux, de façon à les mettre à l'abri des symptômes et de la gêne liée à l'arythmie. On abordera tout à l'heure, effectivement, on a pas mal de questions sur tous les traitements. Je me doute. On a aussi pas mal de questions qui montrent que cette maladie touche des personnes qui ont des membres de leur famille qui ont déjà eu de la fibrillation atriale. Est-ce qu'il y a quelque chose d'héréditaire dans cette maladie ? Alors, l'hérédité de la fibrillation auriculaire, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a probablement des gènes qui sont identifiés sur des petites familles. Il y a des gènes qui viennent modifier l'influence. Et on peut retenir globalement ce que les internautes vont signaler. On a l'impression que le fait d'avoir un membre au premier degré de la famille qui est atteint de fibrillation, ça augmente par 2 le risque de faire de la fibrillation. Donc il y a probablement des choses. Et en médecine, on est honnête, souvent on n'a pas toutes les données, du moins on est encore dans la description et dans la compréhension de ces phénomènes. Vous avez presque déjà répondu à cette question, mais à quel âge cette maladie peut se déclarer ? C'est quelque chose qui peut intervenir, y compris quand on est plus jeune ? Alors on sait que le cut-off, enfin la valeur seuil ou la valeur qui est mise en avant, c'est vraiment 65 ans. On voit que sur les courbes d'incidence ou de survenue de la maladie, on a la courbe qui décolle à partir de 65 ans. Mais comme vous l'avez dit, on observe aussi des tableaux qui sont bien singuliers de patients même assez jeunes, qui vont déclarer la maladie sans pour autant qu'il y ait de facteur familial, de facteur le sport, comme vous avez évoqué. Donc sans qu'on puisse vraiment expliquer. Alors on dit, quand on ne sait pas trop, que c'est idiopathique. Donc il y a quelques patients comme ça qui nous sont adressés avec ce problème. Quelle est la différence entre des crises de tachycardie et la fibrillation atriale ? Ou est-ce que les unes signifient l'autre ? Ou est-ce qu'il n'y aurait aucun lien parfois ? Alors après, il y a un lien, mais... Souvent en médecine, on a un peu notre jargon. Alors on a des mots qui se recoupent, qui fusent un peu dans la population générale. Donc, la tachycardie, de façon assez simple, c'est le phénomène que le cœur soit trop rapide. Après, on a au sein de cette entité, qui est la simple description d'une fréquence cardiaque rapide, plusieurs mécanismes qui vont aboutir à ça, dont le plus fréquent reste la fibrillation auriculaire, qui est ce rythme complètement anarchique. Mais on a d'autres maladies avec des rythmes organisés. On parle aussi maladie de Bouvray, qui est un terme qui sonne un peu à l'oreille du grand public. Et donc, il y a beaucoup d'entités qui vont donner des tachycardies. Et là, on est au sein d'une population bien spécifique, qui est celle de la fibrillation, qui est probablement la tachycardie la plus fréquente rencontrée en consultation. Et dans la population générale, vous avez avancé les chiffres tout à l'heure. On dit même jusqu'à 1 million de Français. Voilà, vous confirmez ces chiffres, peut-être plus ? Oui, on dit jusqu'à 1 million de Français. Et les données récentes évoquent la survenue d'à peu près 80 000 nouveaux cas par an. Ce qui est pas mal. Vous avez évoqué tout à l'heure les symptômes qui peuvent annoncer une fibrillation atriale, mais quel est l'examen ou quels sont les examens qui permettent de poser à coup sûr le diagnostic ? Alors, l'examen qui permet à coup sûr de poser le diagnostic face à quelqu'un qui présente une tachycardie, puisque c'est le terme qui souvent est évoqué et le motif de consultation, c'est de faire ce qu'on appelle l'électrocardiogramme, qui est cet examen qui permet d'enregistrer la fréquence cardiaque et d'observer les signaux électriques en direct du cœur. Bien entendu, et c'est le problème qu'on a souvent, c'est qu'il faut le faire quand les gens ont la symptomatologie. On va probablement rentrer dedans, mais il y a plusieurs formes d'arythmie. Il y a des formes qu'on dit paroxystiques, qui vont et qui viennent d'elles-mêmes. Il y a des formes persistantes, il y a des formes permanentes. Et souvent, la maladie commence avec les paroxysmes, et donc on est souvent pris un peu à défaut. Et c'est là qu'on... Alors, dites-moi, je ne veux pas interférer avec les collègues internautes, mais c'est là qu'on est intéressé de faire des enregistrements long cours, ce qu'on appelle les Holters, donc ces petits boîtiers qu'on porte. Et il y a une vraie révolution actuellement avec les montres connectées qui permettent de faire un électrocardiogramme et qui sont un outil quotidien assez pratique pour le dépistage de ces arythmies paroxystiques.
On reviendra tout à l'heure aussi au rôle des objets connectés dans la surveillance de cette maladie. On a quelques questions aussi sur le fait de prendre son pouls, qui est recommandé à un certain nombre de ceux qui nous ont envoyé des questions par leur médecin. Ça a l'air idiot, mais prendre son pouls, c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir comment, et surtout comment interpréter les signaux qui arrivent à travers cette prise de pouls. Comment ça marche? C'est vrai que c'est simple à dire, mais souvent, on est pris à défaut, parce qu'il faut une expertise. Alors, le pouls, tel qu'on le prend usuellement, on prend au niveau des artères. Et juste pour rappeler un peu aux gens, pour bien comprendre ce qu'ils font quand ils font ce geste médical, c'est on va percevoir l'onde de pouls, c'est l'éjection du sang à la sortie du cœur qui va faire une onde comme une vague au sein des artères. On sent, quand on prend le pouls, alors soit au niveau du poignet, soit au niveau de la carotide, on sent cette onde qui est régulière. Et le marqueur de la fibrillation, c'est une irrégularité de la fréquence ou une fréquence rapide et toujours irrégulière. Et donc c'est ça qu'on va chercher. Malheureusement, parfois, on a un petit peu du mal quand même à discerner l'irrégularité, la régularité. On peut avoir aussi, quand on prend le pouls, des battements qui sont un petit peu plus faibles, un petit peu plus forts, qui dépendent là aussi de la régularité du cycle cardiaque. Donc c'est vrai que c'est un geste qu'il faut conseiller aux gens, mais je pense qu'il faut aussi, au moment où on le conseille, prendre le temps de montrer aux patients, de prendre le pouls. Comment on fait? Pour qu'ils comprennent comment on fait exactement ce geste et aussi de pouvoir l'interpréter. Parmi les risques liés à cette maladie, il y en a un qui est régulièrement évoqué, c'est le risque d'accident vasculaire cérébral. Pourquoi ce risque est particulièrement présent dans la fibrillation atriale? Alors c'est vrai que c'est la chose qui est essentielle quand on prend en charge nos patients qui ont une fibrillation auriculaire, c'est de savoir qui est à risque ou non de faire un accident, qui sont des accidents souvent assez graves. Le risque, il est tout simplement lié au fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un grand nombre de foyers d'activité électrique qui apparaissent dans l'oreillette. Et le fait d'avoir une fréquence qui est très très rapide à ce moment-là dans l'oreillette, un grand nombre de foyers fait que l'oreillette ne se contracte plus. Elle ne se contracte plus, donc elle ne se vidange plus. Et quand l'oreillette ne se vidange plus, on peut avoir des petits replis dans le cœur où le sang va stagner, un caillot se forme, et à ce moment-là, le caillot peut migrer. Et c'est ça le risque de faire un accident thromboembolique. Maintenant, en cardiologie comme en médecine, on a des scores de risque assez bien précis, assez définis pour distinguer au sein de cette population très hétérogène de patients qui font de la fibrillation auriculaire, quel patient a la risque et qui il faut prendre en charge avec les médicaments anticoagulants. Donc il y a un score qui est très précis, qui a un nom très barbare, qui est le score de Chad-Vasque, qui va nous guider dans la prise en charge des patients. Et ce score repose sur le fait, globalement, d'avoir des maladies associées. Plus on a de maladies associées, plus on a de risques de faire un accident et plus l'indication de mettre un traitement pour fluidifier le sang s'impose. Et en dehors de ces risques d'AVC, quels sont les autres risques de problèmes sérieux liés à la fibrillation atriale? On connaît de mieux en mieux cette maladie et on connaît de mieux en mieux malheureusement ses conséquences. Et quand on regarde sur les grandes séries de patients, notamment les séries nord-américaines qui sont suivies sur 20, 30, 40 ans, on se rend compte que la morbimortalité, la mortalité même liée à l'arythmie est augmentée. On a un excès de mortalité chez les patients qui sont en arythmie de 1,5 fois plus que la normale. Et ça, c'est vraiment très important. Et on a du mal à le percevoir comme ça au prime abord. On a aussi des choses beaucoup plus claires. On a un risque d'insuffisance cardiaque qui est augmenté dans les 4-5 ans, presque 20% ou 30% de développement d'insuffisance cardiaque. On a un risque aussi qui commence à être de plus en plus, un lien qui commence à être de plus en plus évident avec les troubles mnésiques, les démences. Des patients qui vont développer une démence dans les 5 ans, à peu près 20% des patients qui vont développer. Et donc on a tous ces risques-là, en plus des symptômes qu'on a évoqués, l'essoufflement, la palpitation, qui restent quand même invalidants au quotidien. Avant de poursuivre, je vous précise que vous pouvez poser des questions lors de cette émission en utilisant notre hashtag QAE sur Facebook, Twitter et Instagram. Je précise aussi quelque chose d'important, c'est qu'il s'agit là d'un échange qui permet de vous informer sur cette maladie. Il n'est pas du tout question ici d'une consultation médicale à distance. Ça me paraît très très important de le souligner. Parmi les questions, justement, on en parlait tout à l'heure, il y a le rôle des objets connectés pour surveiller son rythme cardiaque. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'utiliser ou quelque chose, un support qu'il est important d'avoir pour surveiller une fibrillation atriale? Alors, il n'y a pas de recommandation bien précise sur comment utiliser ces outils qu'on a et qui sont accessibles au grand public. Ce n'est pas des prescriptions médicales, donc c'est vraiment
tout un chacun qui peut, à la faveur des fêtes, par exemple, acquérir un objet connecté. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est intéressant à la fois sur le diagnostic, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi intéressant sur le suivi pour voir si, en termes de médicaments, on arrive à bien contrôler l'arythmie pour justement prévenir les complications. L'usage reste quand même au cas par cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recommandation là encore. Et puis, à mon sens, ça n'implique que moi, mais il faut savoir avec les patients, c'est souvent des décisions partagées, gérer les choses pour pas en plus donner une entrave ou une contrainte aux patients et pour pas non plus créer un point de fixation sur cette fréquence cardiaque chez des gens qui parfois ne sont pas gênés. Le principe global du traitement de la fibrillation reste quand même que, une fois de plus, on le dit, que les patients ne soient pas gênés. À partir du moment où le patient continue à avoir de l'arythmie mais qu'il ne la gêne pas, on est quand même sur un résultat satisfaisant. Et donc, c'est peut-être pas la peine de s'entraver avec ces objets connectés si les gens sont peu symptomatiques. Alors, précisément sur les traitements, on a une question d'un internaute qui nous dit qu'on lui a prescrit des anticoagulants et il s'interroge sur quel est l'effet de ces médicaments sur la régulation du rythme cardiaque. D'accord. Alors, ce qui est important, et on voit à travers cette question que c'est toujours le temps de la consultation, un moment où il faut prendre avec le patient pour bien expliquer les choses. On a dans cette arythmie deux problématiques qu'on a bien décrites à travers les questions des internautes. À la fois les symptômes, l'essoufflement, la fatigue, les palpitations, et puis il y a les conséquences un peu muettes qui sont les accidents thromboemboliques. L'anticoagulant vise à prendre une seule facette de cette arythmie en charge, qui est la facette de prévenir l'accident thromboembolique. L'anticoagulant ne va pas interagir avec le problème de fréquence cardiaque et tout ce qui est ressenti de l'arythmie. C'est à ce moment-là un traitement qui est le traitement antiarythmique, médicamenteux, interventionnel, qui va prendre en charge ce dérèglement du rythme cardiaque. L'anticoagulant est uniquement là pour protéger les gens du risque thromboembolique, si ce risque est à prendre en compte après un bilan de santé avec le médecin, puisque là encore, on n'est pas pour faire une consultation ici. Justement, sur les interventions, ça consiste en quoi? On parle d'ablation d'une fibrillation artérielle. Ça veut dire qu'on enlève quelque chose. Comment ça se passe? Comment ça se pratique? Alors, l'ablation, c'est le terme qui est utilisé. Alors après, on peut discuter sur le mot, mais c'est vraiment au sens figuré. C'est-à-dire qu'on va rien retirer, on ne va pas extirper quelque chose du cœur, on va juste essayer de contrôler l'arythmie, de supprimer l'arythmie, donc d'ablater l'arythmie. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. On va aller cautériser les zones qui sont responsables du facteur initiateur de l'arythmie, et en cautérisant les zones, on va essayer de faire une barrière, en quelque sorte, en essayant de cloisonner l'activité électrique qui déclenche l'arythmie pour pas qu'elle interagisse avec le reste de l'oreillette et pour pas redéclencher de crise. C'est une intervention qui est lourde, ça se pratique à l'hôpital, j'imagine? Alors, c'est une intervention qui se pratique dans un grand nombre de services hospitaliers, dans un grand nombre de cliniques aussi, qui est une intervention qui est de plus en plus codifiée. Alors, on peut faire un petit cocorico, parce qu'on sait que c'est nos collègues de Bordeaux qui ont décrit ça dans la fin des années 90, qui ont décrit cette technique. C'est une technique de cardiologie interventionnelle, parce que d'expérience, beaucoup de patients sont référés après avoir vu le chirurgien pour une ablation. Ce n'est pas les chirurgiens, c'est les cardiologues interventionnels qui font ça, qui consiste à passer par les veines et d'aller cautériser les choses. Donc, en somme, c'est des interventions qui sont bien codifiées. La durée de l'intervention est de l'ordre de 1 à 2 heures sur les formes les plus simples d'arythmie à traiter, avec des choses qui peuvent se faire en ambulatoire ou sur un court séjour hospitalier, avec un risque qui est maîtrisé, un résultat qui est bien codifié. Donc, on connaît assez bien les choses et on a un recul d'une vingtaine d'années qui permet quand même d'asseoir les compétences et de contrôler, là encore, la technique. Une personne qui nous interpelle nous dit, en cas de crise cardiaque, on relance le cœur avec des chocs électriques. Est-ce que ceux-ci peuvent être utilisés pour rétablir un rythme cardiaque normal en cas de fibrillation atriale? Alors, bien entendu, le choc électrique, ça reste un des pierres angulaires du traitement de la fibrillation. On n'est pas tout à fait dans le cadre de ce qu'on appelle la crise cardiaque, qui est l'arrêt cardiaque. Donc, fort heureusement, et là encore, c'est bien qu'on puisse en parler, parce qu'il faut rassurer les gens sur cette arythmie. On a dit qu'au long cours, elle peut avoir des conséquences parfois sévères, mais au quotidien, ce n'est pas une arythmie qui peut donner un arrêt cardiaque. Les gens doivent être rassurés de ce côté-là. On peut être amené
à faire le choc, pour répondre à l'internaute, quand l'arythmie ne s'arrête pas d'elle-même et que les gens sont gênés. On programme les choses, donc on ne les attrape pas dans la rue, ils viennent à l'hôpital, ils sont endormis, on fait le choc pour pas qu'ils aient mal pendant qu'ils dorment, et puis ils rentrent chez eux. Donc c'est en effet une pratique qu'on a régulièrement, qui vise uniquement à restaurer le rythme normal chez les gens dont l'arythmie ne veut pas céder d'elle-même et qui reste toujours invalidée. La fibrillation atriale, est-ce qu'on en guérit ? Alors, est-ce qu'on en guérit ? C'est une bonne question. On a des interventions, on a des médicaments qui permettent de contrôler les choses et on a des bons résultats. Donc, on a une grande partie de la population qu'on peut guérir, qu'on peut mettre en rémission. Et donc, on doit quand même suivre les patients des cours d'intervention. On dit que les maladies cardiaques peuvent augmenter les risques de dégénérescence cérébrale. Est-ce que c'est le cas avec la fibrillation atriale ? Alors, en effet, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on voit, et depuis quelques années, on a des données qui vont dans ce sens-là, de dire que la fibrillation, on ne sait pas exactement si c'est le facteur qui va en elle-même générer ou si c'est un marqueur d'évolution qui serait en quelque sorte associé à l'évolution vers des troubles mnésiques, mais on sait que c'est associé en effet à des dégénérescences cérébrales avec des troubles mnésiques qui peuvent s'installer. Et est-ce que tous les conseils qui sont donnés en matière de mode de vie, de nutrition, pour tout ce qui est lié aux maladies cardiaques, est-ce que ces conseils sont également valables pour les personnes qui souffrent de fibrillation atriale ? Alors, je pense que les conseils sont en effet valables. On peut les transposer par tout temps. Et on sait qu'on est de plus en plus sédentaire. Et c'est vrai que le fait d'avoir une activité physique, d'être vigilant sur le surpoids, de bien dormir, pas trop consommer d'alcool, être vigilant sur le café, tout ça va contribuer chez des gens qui ont de la fibrillation à mieux contrôler les symptômes, à limiter les crises. Votre conseil, c'est quand même dès qu'on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu anormal dans la manière dont bat notre cœur, il vaut mieux consulter. Oui, je pense que c'est le plus raisonnable. Alors après, il n'y a pas forcément à aller aux urgences pour ne pas saturer les collègues qui sont très occupés ces temps derniers, mais il faut consulter le médecin généraliste, qui est souvent le médecin de premier recours, éventuellement un cardiologue, pour essayer d'éclaircir les choses et pouvoir porter le diagnostic et prendre en charge au mieux les patients. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, Dr Xavier Wentrob, pour la qualité de vos réponses. Merci à vous tous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez transmises sur cette maladie. Et puis merci aussi pour votre fidélité à cette émission. Vous pouvez retrouver ce Questions aux experts sur notre site Pourquoi Docteur et sur la chaîne YouTube qui porte le même nom. Et vous pouvez également réagir sur les pages de nos sites, sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Questions aux experts.